Monsieur Galis, bonjour. Bonjour, l'immersive. C'est votre immersive aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Gabriel Galis. Je suis né en 1951 à Lyon, en France. Alors, si vous voulez, peut-être que je vous donne des éléments sur ma formation initiale, parce que nous sommes tous les enfants de notre famille et de notre époque. Et moi, je suis né 6 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc dans l'après-guerre. C'est ce qu'on appelle les boomers aujourd'hui. On a fait partie de la génération du baby-boom. Et puis, bon, dans un milieu qui n'était pas ni pauvre ni riche, mais qui avait une culture populaire et qui avait un esprit critique, où on discutait autour de la table et où il y avait différentes influences d'ailleurs, puisque du côté maternel, ils étaient un peu plus conservateurs, puisque mon grand-père maternel avait été sous-officier de carrière avec le grade d'adjudant-chef dans la Première Guerre mondiale, avait été blessé, décoré. Et puis du côté paternel, on avait un peu plus de sentiments antimilitaristes, mais pas pacifistes au sens où pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père s'est engagé dans la résistance. Il a été arrêté par la Gestapo, il a été déporté dans un camp de concentration en Allemagne du Nord, à Bergen-Belsen, où il est mort. Donc finalement, c'est un peu cette double tradition, on critique, mais on a des attaches, on a des valeurs d'honneur, de travail, d'esprit critique, tout ça combiné, et qui nous ont conduits dans notre famille à être soucieux, exigeants, persévérants, mais toujours critiques et habitués à argumenter. Ça, c'était une des grandes qualités que notre père avait instaurées. Il y a des familles où on ne parlait pas à table, vous savez, on disait on ne parle pas à table. Ben, nous, on parlait à table justement et on discutait de tout, de l'actualité, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Et moi, je suis très content d'avoir reçu cette formation-là. En plus, on m'a donné le prénom de mon grand-père paternel, qui était mort dans ce camp de concentration. Et ça m'a donné une espèce de feuille de route pour ma vie, c'est-à-dire résister. Résister, combattre, ne pas se laisser faire, essayer de comprendre ce qui se passe sans être un mouton. Ni un loup, ni un mouton, je dirais, parce que les loups dévorent les autres. Enfin, ils ne se dévorent pas entre eux, c'est déjà une chose positive. Les loups sont assez solidaires entre eux, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut manger les moutons. Mais il ne faut pas être mouton non plus, c'est-à-dire bêler avec le troupeau. Voilà en quelques mots et pour introduction. J'ajouterais que mes parents tenaient une librairie dans les années 50 à Lyon et que ça m'a donné la passion des livres. Et que même à l'époque d'Internet où tout le monde fait du zapping, j'appartiens à cette génération où on continue à lire des livres et à se référer à des livres et à discuter des livres entre collègues, entre amis, parce que c'est quand même un outil qui permet de fixer un peu plus la mémoire et fixer l'attention que les images qui défilent très vite. Donc je crois qu'il y a une qualité de l'écrit qu'il ne faut pas perdre. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les images, ça ne veut pas dire qu'il faut se dispenser de vidéos, mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier les anciens outils parce qu'ils ont une durée de vie peut-être plus longue que les images. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce que vous voulez ajouter d'autres questions? Eh bien, donc je garde à l'esprit que, au fond, vous êtes d'une famille de résistants, vous êtes vous-même résistant. Et puis vous allez me dire, mais tout à l'heure, pourquoi vous aimez tant la paix jusqu'à devenir érénologue? Mais avant, moi, j'aimerais connaître votre parcours scolaire et universitaire. Oui, alors mon parcours scolaire s'est fait dans des écoles publiques, puisque on avait la doctrine de l'école publique qui à l'époque était respectée. Elle complétait l'éducation familiale. Il faut savoir qu'à cette époque, nous avions chaque jour un instituteur ou une institutrice qui écrivait au tableau noir la leçon morale du jour, la devise du jour.
Chaque jour, il y avait une phrase de morale écrite au tableau et le maître demandait aux élèves ce que ça voulait dire et si les élèves ne comprenaient pas, il leur expliquait. Je me souviens de l'une d'entre elles parce que elle était typique de cette période, c'était ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. En fait, c'est du Kant. Ça se trouve dans Emmanuel Kant, ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans un certain nombre de textes sacrés, mais c'était une espèce de morale laïcisée en quelque sorte. C'était une religion civile qui nous était enseignée sur des valeurs, et ça, c'était la première chose. Et puis, donc, j'ai suivi cette scolarité dans des établissements publics à Lyon d'abord, puis à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, puis ensuite à Annecy. Et ensuite, j'ai fait des études à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Là, il y a une formation en 3 ans, il y a un tronc commun la première année, et puis la deuxième année, il y a une spécialisation. Donc on prend soit politique et sociale, soit service public, soit économie et finance. Et moi, comme la mode était à l'économie, à l'époque, on en est un peu revenu depuis, mais enfin, il fallait considérer que l'économie était la science maîtresse. Je me suis dit, bon, puisque c'est la science maîtresse, on va faire la science maîtresse. Donc, j'ai suivi une formation dans la filière économie et finance. Et j'ai eu la chance assez extraordinaire d'avoir des cours dispensés par Monsieur Pierre Mendès France, qui est ancien président du Conseil de la 4e République, qui lui-même avait été un résistant sous le général de Gaulle, qui avait fait ses armes sous la 3e République d'ailleurs, et puis qui était une personnalité de la 4e République, qui avait été un décolonisateur. Il avait réussi à mener le processus de décolonisation quand on lui avait confié certains dossiers dans la paix, ce qui n'était pas le cas de ses successeurs. Et puis, il avait instauré le verre de lait obligatoire dans les écoles parce qu'il s'était rendu compte que tous les enfants n'étaient pas assez bien nourris, donc il fallait leur donner éventuellement du calcium. Et puis, à Sciences Po, j'ai eu des cours sur le système monétaire international. C'était juste après la décision du président Nixon de ne plus reconnaître l'étalon or, hein. Le dollar cessait d'être adossé à l'étalon or. Et donc, on entrait dans un système de crise dont on n'est toujours pas sorti d'ailleurs, puisque maintenant, puisqu'il n'y a plus de base objective aux valeurs des monnaies, les spéculations se sont engrangées dans les perturbations du système monétaire international et dans la finance internationale généralement. Donc je suis très content de ces années d'études que j'avais couplées avec des années de militantisme. Et j'étais donc à cheval sur la théorie et la pratique politique, puisque j'enseignais la théorie politique ou les théories politiques, mais en même temps, j'avais une pratique. Et puis la chance de l'université de Grenoble, qui était une université peut-être pilote, moderne à l'époque, c'était d'avoir des jumelages internationaux et d'être à la veille, d'être en veille de ce qui se passait dans le monde, ce qui m'a permis d'aller en République démocratique allemande dans le cadre de l'Ostpolitik du président Pompidou, puisque l'Allemagne de l'Ouest avait lancé avec Willy Brandt un rapprochement avec l'Allemagne de l'Est, avec l'Allemagne communiste, en même temps qu'avec avec la Russie. Le président français avait souhaité avoir lui aussi une politique à l'Est. Donc ils avaient signé des accords internationaux d'échange d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants. Et puis on cherchait des volontaires pour aller là-bas. Et puis évidemment, il valait mieux avoir des notions d'allemand, comme j'avais appris l'allemand au lycée. On m'a envoyé à Halle-Wittenberg pour suivre des cours un peu librement. D'ailleurs, j'étais auditeur libre, puisque comme j'allais passer quelques mois, je n'allais pas faire la formation complète. Et puis, comme j'étais dans le bloc communiste, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, j'ai fait une petite virée en Hongrie, ce qui m'a permis de voir les différences qu'il y avait dans les pays. Même quand c'était le bloc communiste, où tout le monde disait que c'était tout pareil partout, c'était pas pareil partout. Le communiste
soviétique en Russie, c'était pas la même chose qu'en Hongrie, c'était pas la même chose qu'en République démocratique allemande. Je me souviens que, par exemple, Kafka était interdit en République démocratique allemande, mais tous les étudiants est-allemands, ils allaient à Prague et ils allaient acheter Kafka. Bon, comme les douaniers n'allaient pas faire le contrôle de tous les sacs d'étudiants qui revenaient, en fait, ils savaient qu'ils ramenaient probablement des livres interdits, mais ce n'était pas plus grave que ça, surtout si ça venait d'un autre pays socialiste. Ils n'étaient pas vigilants. Donc, ils n'étaient pas vendus, mais ils étaient disponibles. Donc, j'ai eu cette première expérience très intéressante. Et puis, toujours grâce à l'université et à ses partenariats, j'ai eu la chance d'avoir l'occasion d'aller en Algérie, puisque c'était l'âge où on avait un service national militaire obligatoire pour les jeunes gens. Et comme moi, je me sentais déjà une âme de pacifiste, je me voyais, en plus j'ai une mauvaise vue, donc je n'étais pas sûr de manier efficacement un fusil sans tirer sur mes camarades ou sur les officiers ou sous-officiers. Je me suis inscrit pour l'équivalent du service, militaire actif. C'était le service national volontaire. Volontaire du service national actif, c'était l'appellation. Et comme il y avait un jumelage avec l'université de Constantine, j'ai été demandé par Constantine, proposé par Grenoble à Constantine, ce qui m'a permis de passer 2 ans à faire de l'enseignement, 1 an et demi à titre de volontaire militaire et puis 6 mois à titre civil. Donc ça m'a permis de voir ce que c'était qu'autre chose que l'Europe. J'avais un petit peu voyagé en Europe, mais je n'avais pas traversé la Méditerranée. Et ça m'a fait grand bien d'avoir des étudiants qui avaient une autre culture, qui pensaient différemment, qui m'ont appris les rudiments de la pensée arabe dans sa version maghrébine. Et j'ai été très content de cette expérience parce qu'elle m'a servi par la suite dans un certain nombre de situations à comprendre la mentalité de l'autre. Donc voilà, après j'ai eu mon diplôme, après j'ai fait un doctorat en études urbaines et aménagement du territoire, ce qui m'a permis de me familiariser avec la notion de territoire, ce qui en géopolitique est toujours utile pour comprendre où sont les frontières. Et c'est d'ailleurs un thème sur lequel j'ai travaillé, la frontière, depuis les années 80. Et puis je l'ai repris après avec Régis Debray qui a organisé un séminaire sur ce sujet auquel j'ai eu le plaisir de participer. Ce séminaire a donné lieu à une publication dans la revue Medium dont il était à l'époque le directeur. Je dis à l'époque, c'est pas plus d'il y a 20 ans. Hein. Voilà en résumé pourquoi c'est un parcours qui m'a appris des choses, mais qui m'a aussi ouvert à l'international et qui m'a donné une première sensibilité à des langues et à des cultures étrangères. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Erasmus, il fallait se débrouiller tout seul. Maintenant, les étudiants sont pris en charge, on les envoie dans des systèmes un peu pré-programmés. Nous, il fallait se débrouiller tout seul ou alors rester sur place. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de voyager et j'en suis très content parce que ça m'a ouvert l'esprit. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais que vous me racontiez votre histoire avec la paix. Donc jusqu'à, comme je le disais tout à l'heure, en devenir un irénologue. Peut-être déjà d'emblée parler de votre histoire avec le JPRI, l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Vous êtes français, hein, on l'a compris dès le début, mais vous vivez à Genève, en Suisse. Vous êtes en Suisse depuis pendant plusieurs années en tout cas. Je travaille en Suisse depuis 20 ans et j'y habite depuis 10 ans. Donc maintenant, j'habite même dans la partie alémanique où on parle allemand de la Suisse. Et ça m'oblige là aussi à penser la différence. Parce que quand on est dans la Suisse francophone, ben, on est un peu chez soi, quoi. On est à l'étranger, mais on n'a pas trop d'efforts à faire. Quand on est dans la partie germanophone, il faut faire un effort parce que chez l'épicier, on ne peut pas parler français. Donc là aussi, c'est un effort d'adaptation. Mais je crois que j'ai compris après coup pourquoi j'ai été attiré par la paix, précisément parce que mes ancêtres et mes parents, grands-parents, aïeux, ont souffert de la guerre. Ils ont souffert, l'un en est mort, les autres ont été prisonniers ou blessés. Mon propre père a été fait prisonnier en Allemagne dès le début de la guerre. Hein, comme beaucoup de soldats français, ils ont été faits prisonniers sans combattre, à la limite, puisqu'ils ont été pris par surprise.
Donc cet arrière-plan était toujours là et je me souviens que si on m'a fait apprendre l'allemand, c'était avec en arrière-plan, bon, c'est vrai qu'on a été victime des guerres avec l'Allemagne, mais ce n'est pas la faute du peuple allemand. Je crois que cette éducation nous faisait toujours faire la différence entre les dirigeants qui sont fauteurs de guerre, quel que soit le pays. D'ailleurs, ils ont des responsabilités directes ou indirectes. En général, on ne fait jamais la guerre tout seul. Et entre la France et l'Allemagne, c'est une série de revanches et de contre-revanches. Les Français disent toujours que c'est les Allemands qui ont commencé, bon, avec la guerre de 70. Mais quand on écoute le point de vue des Allemands, eux, ils disent que ça a commencé bien avant, ça a commencé avec Louis XIV et les massacres du Brandebourg et, et, euh, et autres incendies, puis ça a continué avec Napoléon, etc., etc. Donc chacun a ses périodes victimaires en quelque sorte, et évidemment de part et d'autre du Rhin, on n'a pas les mêmes périodes victimaires, ça va de soi. N'empêche que ça constitue un cycle et un engrenage, puisque quand l'Impère il veut se venger pour devenir vainqueur, quand l'Allemagne a été défaite en 14, elle a voulu se venger en 40, et puis je dirais que ça continue, puisqu'on est toujours dans cette période-là. Donc j'étais sensibilisé au refus de la guerre. Je suis allergique à la violence. Moi, personnellement, je supporte très mal la violence. Et même tout petit, il m'arrivait de m'interposer entre des adultes qui se menaçaient d'en venir aux mains parce que je supporte pas ça. Je supporte qu'il y ait controverse, qu'on se fâche, qu'on polémique, mais qu'on polémique de façon pacifique, avec des arguments, avec des mots, pas avec des coups, pas avec des armes. Donc voilà, à la faveur d'une reconversion professionnelle, je suis un peu par hasard arrivé à Genève, mais j'habitais déjà dans la banlieue de Genève depuis un grand nombre d'années, donc c'était un hasard un peu télécommandé. Et je m'étais préparé à cette reconversion en travaillant pour mon administration au service international. Mon administration, c'était le Centre national de la fonction publique territoriale, et auprès duquel j'avais été détaché. Et je m'étais inscrit comme volontaire pour partir en mission, précisément avec l'arrière-pensée de venir dans un organisme international à Genève. Et donc, on m'a confié des missions courtes ou des missions longues. Alors, les missions courtes, j'en ai fait en Hongrie et même en Russie. Mais la mission la plus longue, ça a été un programme de la Commission européenne qui s'appelait le programme phare. Phare, ça voulait dire en abrégé Pologne, Hongrie, assistance à la reconstruction économique. Et donc, j'ai été nommé chef de projet à la tête d'un consortium. Il y avait donc mon administration. En numéro 2, il y avait une organisation privée italienne. Donc, j'avais une assistante italienne avec moi. Et puis, autour de nous, nous avions des collègues qui étaient allemands, écossais. Pour le noyau dur, c'était français, allemand, écossais, avec 3 groupes de travail qui formaient des jeunes Roumains ou des Roumains en reconversion eux-mêmes à la gestion locale. Comment on fait fonctionner un réseau de bus, comment on fait fonctionner une station d'alimentation d'eau ou une station d'épuration des eaux usées, etc. Tout ce qui sont les domaines des services publics locaux. On leur donnait des enseignements sur la façon dont procèdent les gens en France, en Écosse ou en Allemagne. Donc c'était assez intéressant. Et puis toutes les fins de semaine, je réunissais l'équipe française, l'équipe allemande et l'équipe écossaise pour voir ce qu'ils avaient dit sur le même sujet. Donc là aussi, c'était de l'international, de l'interculturel. Et puis, ben, on constatait les différences de culture. Et ben, même entre Européens, il y a des différences de culture. Un Allemand ne pense pas tout à fait pareil qu'un Français, et pas tout à fait pareil qu'un Écossais. Et c'était donc très intéressant d'avoir fait ça. Donc, j'ai pendant plusieurs années procédé à ces échanges. J'ai aussi vu de l'intérieur comment fonctionnait l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe, qu'on appelait avant le marché commun ou la Commission européenne d'antan, et puis qui est devenue les communautés européennes, c'est devenu l'Union européenne ensuite, avec Maastricht. Mais finalement, j'ai pu voir de l'intérieur comment ça se passait. J'ai pu voir le poids des nationaux, les intérêts nationaux qui se heurtaient, parce que nous-mêmes, quand on a été choisi, on a répondu à un appel d'offres.
donc on était en concurrence avec d'autres. Et j'ai vu les batailles dans les coulisses, j'ai vu comment chacun utilisait ses propres arguments, ses propres copains pour faire avancer sa cause. Donc ça m'a permis de voir à quel point le patriotisme était toujours présent dans la tête des gens, même quand ils disaient que ce n'était pas vrai. Et parfois, les plus patriotes ou les plus chauvins ne sont pas ceux auxquels on pense. Il y en a qui sont discrètement chauvins et discrètement patriotes, et ce n'est pas forcément les Discrètement moins ou efficaces. pudiquement, hein, Monsieur Gallis. Pardon? Pudiquement peut-être. Oui, c'est Pudiquement, ça. enfin. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, voilà un peu ma formation à l'irénologie. C'était une formation à l'international de longue durée et à la médiation que j'ai apprise alors pour le coup sur le terrain à force d'expérience. Et mes premières expériences, elles ont été en tant qu'irénologue, si vous voulez, dans des dossiers concrets. Par exemple, nous avons fait une opération de facilitation entre des Indiens et des Pakistanais au moment d'une des nombreuses crises du Cachemire, hein, qui est un enjeu territorial, où on a fait dialoguer ensemble deux délégations. On s'est occupé aussi de l'eau, la question de l'eau comme source de conflit et source de coopération entre Israéliens et Palestiniens. Là aussi, je suis content de cette action parce que d'abord, ce n'était pas de la théorie pure, c'était de la pratique. Et puis, on a fait ça avec une géographe israélienne et une hydraulicienne palestinienne dans nos murs. On les a fait travailler avec nous. Et on a même fait une publication. Bon, alors c'est un succès pour le travail accompli. On a travaillé avec une équipe palestinienne qui était restée à Ramallah, une équipe israélienne qui était à Jérusalem, si ma mémoire est bonne, et donc un institut de recherche. Et puis ça s'est bien passé. Bon, en cours de route, on a été un petit peu abandonné par nos partenaires qui ont décidé de travailler avec des Américains qui payaient beaucoup mieux. Mais à la limite, ça ne nous gênait pas, puisque nous, ce qui comptait, c'était que le processus avance. Que ce soit pris par d'autres, ça ne nous gênait pas. On avait fait notre part de travail. Et donc, on a pu voir qu'il continuait, c'était pas plus mal. Ça n'a pas débouché sur le plan politique, parce que politiquement, ce dossier est bloqué par les grandes puissances. Ce n'est pas la peine de revenir dessus, mais on sait que ce dossier est pratiquement insoluble, hein. Tous ceux qui ont essayé de s'impliquer, ils ont réussi des parties de programme, mais ils n'ont jamais réussi à débloquer le dossier. Et le processus d'Oslo a terminé par l'assassinat d'Yitzhak Rabin, comme vous le savez. Et donc, ben voilà, depuis, on est toujours dans cette situation-là. Et puis, on a travaillé sur l'Irak avec des Irakiens. On a fait venir dans un de nos cours d'été des Irakiens. On a fait une conférence sur l'Irak avec des Irakiens au Palais des Nations à Genève, hein, qui est le Palais des Nations Unies. C'est le deuxième siège après New York de l'ONU, Genève. Et on avait une composition pluraliste de la délégation irakienne. Nous y avions veillé. Nous avions des gens qui étaient proches de l'ancien régime, de Saddam sunnite traditionnel. Nous avions un vice-président, un vice-ministre qui était chiite. Nous avions, si ma mémoire est bonne, une ou deux dames dans la délégation. Et tous ces gens-là ont travaillé assez efficacement et ils nous ont même remis un rapport à la fin qu'on ne leur avait pas demandé. Quand je suis arrivé à leur hôtel pour les saluer à la fin, ils m'ont dit, voilà, on a rédigé un rapport de synthèse pour vous. Et j'avais même pas pensé à leur demander un rapport. Et ils s'étaient mis d'accord autour d'une table pour faire des propositions, avancer, etc. Puis après, le programme n'a pas avancé parce que c'était l'histoire et c'était la complexité de du monde arabe détruit un petit peu par la reconstruction du Grand Moyen-Orient. Et donc, les Irakiens, ils étaient déstructurés. Le pays a été démoli, l'administration a été démolie. On avait un vaste projet de reconstruire l'université. Nous, on s'était attelés à la construction de l'université irakienne et à sa destruction. Voir comment elle s'était construite au fil des années, comment elle avait vécu et puis comment elle avait été détruite pour la reconstruire.
Et puis, personne n'a voulu financer ce projet, ni en Suisse, ni à l'international, ni même en Irak, alors il y avait de l'argent quand même, ce n'est pas un pays pauvre, l'Irak. Pour des raisons X ou Y, le projet n'a pas été porté par les volontés politiques auxquelles on s'attendait, alors que nous avions dans notre délégation l'épouse d'un ministre. Donc on pouvait penser que ça allait aboutir, mais même l'épouse du ministre, ça n'a pas fait aboutir le dossier. En tout cas, ça nous a instruits sur la façon de travailler, sur les enjeux, sur les problèmes. On y voyait un petit peu plus clair, à défaut d'avoir pu résoudre les solutions, mais finalement, les autres n'ont pas mieux réussi que nous, ce qui est une petite consolation. Mais on est persuadé que c'est dans cette direction qu'il faut continuer à travailler. Donc, j'avais oublié de dire, nous avions un représentant ou deux du Kurdistan irakien dans notre délégation. Bref, c'était une vraie équipe pluraliste et c'était des travaux pratiques. Donc, on a fait plusieurs cahiers avec ses collègues irakiens. On a fait plusieurs publications avec des Irakiens ou des Européens qui connaissaient bien la question. Donc voilà un petit peu comment je suis rentré dans l'irénologie à travers des cas concrets. Finalement, le paradoxe de l'irénologue, ou l'irénologue en anglais, ça se traduit par peace researcher. Mais moi, d'abord, je privilégie le français parce que je pense que la francophonie est en soi un vecteur qui contribue à la diversité du monde. S'il n'y avait qu'une seule langue, ça serait assez triste. Et puis, d'autre part, ça a un avantage, le mot irénologie, c'est que ça évite de choisir entre recherche sur la paix ou recherche pour la paix. Si on dit peace researcher, bon, on sait bien que ça veut dire les deux. En français, on est obligé de choisir. Si on dit irénologue, on n'est pas obligé de choisir. Et puis, c'est dans le dictionnaire. Et puis, il faut le faire connaître parce que c'est aussi raisonnable que la polémologie. La polémologie, c'est la science de la guerre. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très fiers d'être polémologues. Il en faut certainement, mais il faut des irénologues. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, et corrigez-moi hein, si je me trompe, mais il paraîtrait que le néologisme irénologie aurait été inventé par un journaliste belge francophone dans les années 50. Donc c'est une science en fait relativement récente aussi, C'est non? possible. Je ne sais pas quel est le premier qui a utilisé le terme. Je n'ai pas vérifié. Je sais qu'il existe, qu'il est répertorié, mais quel est le premier qui l'a utilisé? Ben, il pourrait être belge, pourquoi pas? Ce Il serait y a un eu un prix journaliste Nobel. belge qui s'appellerait Paul-Michel Gabriel Lévy, pour pas le citer, et c'est juste pour faire un coucou à la francophonie. Hein, Oui. je salue ceux qui suivent l'immersive, et j'en suis la première heureuse de voir qu'il y a des Belges, des Suisses, des Français, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Canadiens. Oui, la francophonie, ça s'entretient aussi, Monsieur Et, Bellis. et il y a eu un grand Belge qui a eu le prix Nobel de la paix, c'était Henri Lafontaine, qui a eu le prix Nobel de la paix en 1913, si je ne me trompe pas, qui a évidemment travaillé, qui a écrit un grand livre sur ce qu'il faudrait faire pour avoir la paix. C'est une espèce de traité perpétuel de Kant réactualisé. Comme il était juriste, c'est assez analysé dans les détails. Et puis, bah, il a dû s'exiler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'est en exil qu'il a écrit ce livre. Et il a été très déçu parce qu'il était germanophile et puis il s'est aperçu que l'Allemagne s'est enfoncée dans deux guerres successives. Peut-être l'a-t-on un peu aidé, mais nous travaillons avec la Fondation Henri Lafontaine en Belgique et il y a effectivement une tradition de mouvement pacifiste belge assez forte. Très bien, moi je pense qu'on peut aller un petit peu dans l'actualité et j'ai envie de connaître, de savoir comment vous aviez appréhendé la deuxième visite d'État du président français Macron à la Maison-Blanche qui a eu lieu la semaine dernière. Avec un sourire. Je n'arrive pas à prendre Monsieur Macron au sérieux. Je crois qu'il est toujours en représentation. C'est vrai que dans sa jeunesse, il a eu des cours de théâtre, que c'est son épouse qui a été son professeur de théâtre. Et je crois que ça, il a bien appris. Je ne sais pas s'il a appris beaucoup d'autres choses, mais ça,
il l'a bien appris de Brigitte, c'est un excellent comédien. Et c'est vrai qu'en politique spectacle, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde où le spectacle soutenu par les images prime sur les idées et sur les livres, les anciens hommes politiques écrivaient. Maintenant, ils font des spectacles. Même le président Zelensky, avant d'être président, il avait fait des spectacles de cabaret, comme vous savez sans doute. Donc, tout le monde a fait son spectacle. Maintenant, quand ils font des livres, en fait, c'est pas eux qui les écrivent. Dans le meilleur des cas, ils les supervisent, ils les corrigent. Mais il est rare que les hommes politiques écrivent les livres qu'ils signent. Ils ont toujours des gens qui les écrivent pour eux. Donc, M. Macron, je trouve qu'il s'était fait élire avec une ambition en politique internationale. Il se décrivait comme un gaulo-mitterrandiste. Alors, ça veut dire un mélange de Charles de Gaulle et de François Mitterrand, gaulo-mitterrandiste. Bon, il fait pas beaucoup de l'un et pas du tout de l'autre. De Gaulle, il garde rien. De Gaulle, c'était le non-alignement, c'était l'indépendance, c'était la fidélité à l'Alliance Atlantique, mais c'était en même temps l'établissement de bonnes relations avec la Russie soviétique, alors que Macron, il est pieds et poings liés dans la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Il est vrai que ce n'est pas lui qui a commencé, il a continué un processus qui avait été engagé, je dirais, dans la deuxième moitié du mandat de Jacques Chirac. En réalité, Jacques Chirac a été, avec Dominique de Villepin, assez glorieux dans la résistance à la deuxième guerre d'Irak, puisque la France a mené un peu la résistance contre le rouleau compresseur américain. Et finalement, les Américains n'ont pas pu avoir l'aval de l'ONU pour cette guerre. C'était donc une guerre illégale. Mais ensuite, Chirac a dû s'aligner, sans le dire, parce que d'abord les États-Unis nous ont fait payer très cher la non-participation à la guerre. Il faut savoir qu'ils ont demandé à la France, comme prix de son retour sur le marché du pétrole irakien, d'annuler ses créances sur l'Irak. C'est-à-dire qu'il y avait des dettes irakiennes. Les États-Unis, pour pouvoir faire profiter leurs propres entreprises de financement, ont demandé que la France, et ça se joue en millions de dollars, hein, et plus. Je n'ai plus la somme en tête, mais elle est connue. Donc ça nous a coûté très cher financièrement, ça nous a coûté très cher politiquement, mais ça nous a surtout, cette espèce d'alignement progressif sur les États-Unis, ça nous a aliéné les sympathies que nous avions en dehors d'Europe. Je pense au monde arabe, je pense à l'Afrique, je pense à l'Amérique latine, où la France avait toujours un certain aura. Donc maintenant, monsieur Macron, il n'a pas été capable de faire grand-chose d'intelligent. Il était garant des accords de Minsk avec l'Allemagne. Qu'a-t-il fait? Il a fait le spectacle d'aller voir Poutine in extremis, mais il n'a rien fait pendant 4 ans, 5 ans. Et il lui appartenait de faire quelque chose, d'autant que les accords de Minsk, ils avaient même la garantie des Nations Unies. Le Conseil de sécurité avait avalisé ces accords. Donc, ils avaient force de loi en droit international. Et puis, les jusqu'au-boutistes dans l'entourage de Zelensky, y compris étrangers d'ailleurs, ce n'étaient pas tous les néo-nazis qui existent effectivement en Ukraine, certains d'entre eux le sont, mais il y avait aussi des extrémistes étrangers qui poussaient les feux pour refuser les accords de Minsk, refuser la fédéralisation de l'Ukraine, puisque c'était ça qui était en question, hein, un système fédéral qui aurait permis aux russophones de la partie orientale de garder leur langue qu'ils avaient de par l'histoire. Et puis, tout à coup, par un décret présidentiel, on a décidé que le russe ne serait plus parlé dans les écoles et dans l'administration. Dites ça en Suisse, ça fait hurler. Ça fait hurler en Suisse parce que la Suisse est un pays où il y a 3 langues officielles et 4 langues nationales. 3 langues officielles, c'est l'allemand hein, qui est majoritaire, puis le français, puis l'italien, et puis le romanche, qui n'est pas une langue
officielle, mais qui est une langue nationale. Le romanche est porté sur les billets de banque, etc. Donc, puis chacune a sa télévision ou ses télévisions. Donc, en Suisse, on est respectueux des langues des autres et des minorités en particulier. Les Ukrainiens ont mis le feu aux poudres, en réalité, en provoquant les Russes, en décidant de leur enlever leur maigre autonomie administrative. Donc, on est rentré dans un processus. Donc, M. Macron n'est pas crédible. Il n'a rien fait pour garantir à la France un minimum de dignité et d'indépendance. Je rappelle qu'il y a un événement très grave qui a eu lieu. Bon, les Français qui s'intéressent à l'actualité internationale le savent, mais les autres pas. C'est cette triste histoire d'un cadre d'une filiale d'Alstom, Frédéric Pierucci, qui a été détenu 2 ans. Voilà, j'ai le livre ici. Le piège américain. Le piège américain, c'est l'otage, sous-titré L'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique témoigne. Donc il était le président d'une des filiales de la multinationale française Alstom, et à la descente d'avion, il a été cueilli par le FBI, qui l'a embarqué, qui l'a interrogé et qui l'a fait chanter en disant si vous reconnaissez que vous avez été corrompu, que votre entreprise a truqué les appels d'offres sur les marchés internationaux, vous aurez l'indulgence du jury. Si vous ne voulez pas coopérer, vous allez avoir des ennuis. Et lui, comme c'était un homme digne, il a refusé de coopérer. Il a dit qu'il était innocent, qu'il n'avait pas touché de sous. Ils ont dit on le sait. Vous, à titre personnel, vous êtes innocent, n'empêche que vos copains sont coupables. Enfin, on l'a pris en otage. C'est une prise d'otage d'un homme qui a été maltraité, détenu dans une prison de très haute sécurité, c'est-à-dire avec des tueurs, violeurs et les types les plus dangereux, alors qu'il était simplement l'objet d'un chantage qui permettait aux États-Unis de faire monter la pression pour racheter Alstom dans des bonnes conditions, ou une partie d'Alstom. Hein. Donc, c'est assez indécent. C'était sous François Hollande, c'est cette histoire assez sinistre qui est arrivée à cet homme, mais à l'époque, M. Macron était conseiller économique. Et puis, après avoir été conseiller économique, il a été ministre de l'économie et des finances. Puis après, il a été candidat. Donc, si vous voulez, il n'a jamais fait preuve. Son implication dans la vente d'Alstom est quand même très problématique. Des journalistes d'investigation, notamment Jean-Michel Quatrepoint, ont fait un excellent livre sur la compromission de monsieur le Président Macron dans ces affaires-là. Donc, il n'a pas de crédibilité et personne ne le prend au sérieux, ni en Europe, ni outre-Atlantique. Il serrait la main de Trump et il voulait lui montrer qu'il serrait aussi fort que lui. Mais tout ça, c'est du spectacle. En réalité, on est de plus en plus alignés. Sarkozy a rentré la France dans l'OTAN et son successeur Hollande a parachevé le processus en accordant des facilités qui n'avaient même pas été finalisées par Sarkozy. Et Macron est sur la même longueur d'onde. Macron, c'est la non-France. Il a fait nommer à la tête de la francophonie, alors avec les autres chefs d'État évidemment, mais évidemment que la voix de la France est prédominante dans ce genre d'opération, une Rwandaise dont le gouvernement a rendu la langue anglaise seule langue officielle du pays. Bon, sans parler du Rwanda qui n'est pas un modèle de respect des droits humains, sans parler du Rwanda qui sème le trouble, pour ne pas dire l'agitation, en République démocratique du Congo. Ce sont les Africains qui le disent, et en particulier les Congolais. Donc je crois que cette politique, et Macron, il a fait ça en croyant être astucieux d'aller sur les terres des Anglo-Américains, en l'occurrence le Rwanda, parce que le drame rwandais, derrière la querelle Hutu-Tutsi, il y avait un arrière-plan international de lutte d'influence, où on trouve toujours les grandes puissances. On trouve les États-Unis, on trouve les Britanniques, on trouve les Français, et en arrière-plan, il y a même les Chinois qui sont là comme ils sont ailleurs. Donc en réalité, Macron a voulu jouer le malin en allant jouer dans le jardin de la francophonie, et on s'est simplement ridiculisé en mettant un pays qui n'a même pas la francophonie comme objectif et qui a rejoint le Commonwealth. Bon,
Comme ça, le portrait est total. Donc, il n'est pas pris au sérieux. J'ajoute qu'il va s'exprimer en anglais. Ce n'est pas le rôle d'un président de la République française. Même s'il parle anglais, le président de la République française doit parler français à l'étranger. Il peut dire bonjour dans la langue du pays parce que c'est courtois, ce que faisait De Gaulle. De Gaulle, il allait en Russie et il disait quelques mots en russe. Bonjour, mes amis, je suis content d'être venu ici. Il aurait pu le dire en anglais ou en espagnol s'il va en Espagne ou dans un pays hispanophone. Mais faire un discours, on le fait dans sa langue nationale. C'est un acquis de la diplomatie. On parle sa langue. Alors, s'il y a deux langues dans le pays, on peut choisir laquelle. Mais en France, le français est la langue de la République. L'anglais n'est pas la langue de la République. Donc, je crois que Macron n'a rien à dire. Vous savez que les États-Unis espionnent la planète. Snowden a expliqué dans son livre comment et pourquoi. Personne ne proteste. Personne ne proteste. Toutes les entreprises françaises sont surveillées. Le cas d'Alstom est un exemple. L'auteur précise à la fin que le racket, parce qu'il faut appeler ça du racket, le racket de l'administration américaine pour culpabiliser, trouver des failles imaginaires ou réelles dans les entreprises françaises. Imaginaire ou réel, ça veut dire que le droit américain s'applique à la loi internationale, selon eux. Ces dernières années, c'est plus de 14 milliards de dollars d'amendes que les entreprises françaises, Alstom, Société Générale, etc. En Suisse, il y a UBS qui a été rackettée et partout. Donc les États-Unis procèdent à un racket économique à grande échelle. Ils font payer. Quand vous vendez quelque chose à l'Iran, on vous dit « Ah, il y a un embargo américain sur l'Iran. Vous avez fait une transaction avec l'Iran. Vous êtes hors la loi. » Parce qu'ils appliquent la loi américaine comme loi internationale. Mais la loi américaine n'a pas valeur internationale. Le dollar n'est pas une monnaie internationale. Elle est de fait une monnaie internationale, mais elle n'est pas la monnaie internationale. Il n'y a pas de monnaie internationale unique dans le monde. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où j'aimerais que le président Macron défende la langue, défende les intérêts de la France, les intérêts économiques, les intérêts culturels, que sur l'Ukraine, il arrive à avoir une attitude un peu plus modérée que celle des jusqu'au-boutistes américains, parce qu'il y a même des Américains plus modérés que le président Biden. Donc voilà un peu la situation. Je crois que Macron ne fait pas son job, il est à la remorque, alors qu'il aurait dû être sur une position un peu plus modérée, un peu européenne. Vous avez utilisé tout à l'heure Macron français, donc européen. Mais les Européens ne sont pas européens, passez-moi l'expression. Les Européens, ils sont euro-américains. Ils sont euro-américains. Ils ont inscrit dans le traité de Maastricht, repris par tous les traités successifs jusqu'au traité de Lisbonne, ils ont repris l'appartenance à l'OTAN, qui aurait dû être dissoute après la dissolution du pacte de Varsovie. L'OTAN est dirigé par un général en chef et un président des États-Unis d'Amérique. Nous sommes des vassaux, nous les Européens, nous sommes des vassaux des États-Unis. C'est pas moi qui le dis, c'est Zbigniew Brzezinski qui l'écrit noir sur blanc dans son livre. Le grand échiquier, il l'a confirmé dans le suivant, qui s'appelle Le vrai choix. D'ailleurs, le vrai choix, j'ouvre une parenthèse, puisque j'avais déjà eu l'occasion de faire de l'ironie sur la traduction des titres en anglais et en français. Le vrai choix, c'est le dernier livre de M. Brzezinski, je crois, avant qu'il meure en 2017, paix à son âme. M. Brzezinski a fait ce livre qui, en anglais, s'intitule The Choice. Bon, les Français, ils ont mis le vrai choix comme s'il y avait des vrais choix et des faux choix, admettons. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que le sous-titre en anglais, c'est, je l'ai vu tout à l'heure, mais je le connais par cœur, c'est Domination or Leadership. D'accord? Domination or Leadership. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, si ce n'est pas mot à mot, c'est l'esprit, il est vérifiable. Attendez voir que je me mette à la bonne page. Ouais, c'est Domination or Leadership. Je suis presque sûr. Alors, vous savez, à la fin de cette partie ou la prochaine partie de l'immersif, de nous présenter un certain nombre voilà.
de nous Je le ferai, conseiller, de nous recommander des livres. Je absolument. sais, vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, Monsieur Galis, que vous adorez la librairie. Vous êtes Oui, aussi absolument. Absolument. J'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, un ce grand petit lecteur, livre, mais aussi un grand écrivain. Vous avez évoqué, vous avez fait le tour du monde, là, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Vous avez parlé notamment de l'Afrique, qui fait l'actualité en ce moment, surtout justement le Rwanda. Vous avez évoqué la RDC, hein, la République démocratique du Congo, et ce qu'elle subit surtout dans le côté est par le groupe M23, hein, qu'on dit pro-rwandais, proche du président Kagame. Il y a beaucoup de voix aussi qui s'élèvent cette semaine par rapport à la décision que beaucoup ont trouvée scandaleuse de l'Union européenne pour avoir débloqué 20 millions d'euros pour l'armée rwandaise, qui, selon beaucoup, hein, il y a un homme, vous que le nom me revienne, le docteur, vous savez, ce chirurgien illustre, hein, très oui, connu, congolais, il a été prix Nobel aussi, oui, docteur Denis Mukwege, je pense, oui, si oui, je c'est le ça. dis Oui, bien. oui, Il a attiré l'attention cette semaine sur cette décision de l'Union européenne d'avoir débloqué les 20 millions pour l'armée rwandaise. Pour lui, c'est une atteinte aux droits de l'homme, c'est une violation aux droits de l'homme, etc. Vous avez évoqué aussi l'Europe, Monsieur Gabriel Galis. Est-ce que vous avez dit que la France était vassale de l'Amérique et toute l'Europe? J'entends l'Union européenne. Moi, j'aimerais entendre aussi votre réaction par rapport à la lettre de 17 députés européens qu'ils ont adressé à la présidente, hein, actuelle de la Commission européenne, qui est Ursula, hein, von der Leyen, et ils lui ont demandé de revoir l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie à cause des relations militaires entre ce pays, qui est l'Algérie, et la Fédération de Russie. bon, si vous voulez, on continue dans le ridicule, parce qu'au même moment où on s'est privé nous-mêmes du gaz russe, euh, une des pistes possibles que les Italiens ont d'ailleurs utilisées, parce que sous couvert d'Europe, chacun joue son jeu individuel. Le chancelier Scholz va en Chine en faisant le pied de nez aux autres Européens. Il proteste, mais ça sert à rien. Les Italiens ont obtenu un accord préférentiel avec l'Algérie. Pendant ce temps-là, Macron va faire du spectacle en Algérie sans rien obtenir. Donc, si vous voulez, indépendamment même des questions morales ou de grande géopolitique, il faut être idiot pour menacer les Algériens, alors qu'actuellement, ils sont un de nos fournisseurs possibles en gaz. C'est idiot. Donc, mais sur le plan moral et politique, laissons même de côté l'aspect gaz de côté. Sur le plan géopolitique, les Algériens sont de grands garçons et ils font ce qu'ils veulent. Y a pas, il est aussi légitime d'acheter du matériel militaire russe que d'acheter du matériel américain. Et tous ces idiots d'Européens, passez-moi l'expression, mais il faut appeler un chat, ils achètent tous des F-35. Ils avaient des appareils européens comme l'Eurofighter ou comme le Rafale qu'ils n'achètent pas, le Rafale français. Ils sont en train de lancer un nouveau modèle, de concevoir un nouveau modèle en flotte européen. Les Allemands avaient dit qu'ils allaient arrêter d'y travailler pour acheter des F-35. Évidemment, même les Suisses neutres, ils achètent des F-35. Qui n'achète pas des F-35? Les Et je Belges ont vous acheté des confirme, voilà, F-35. j'allais vous confirmer que les Belges, cette Oui, fois-ci, ont bon, décidé d'acheter les F-35 au lieu d'acheter des mais Rafales. bien sûr, nous sommes les vassaux des Américains et nous sommes des vassaux heureux. Parce qu'il y avait des vassaux qui étaient des vassaux en quelque sorte contris. Ils savaient qu'ils étaient vassaux, mais ils n'avaient pas le choix. Ils attendaient une occasion de se rebeller. Nous, on est des vassaux heureux, comme le chien et le loup dans la fable de La Fontaine. Vous savez, le loup est tout maigre et il court. Il a la liberté et le chien, il est attaché, mais il est bien nourri. Bon, nous, on n'est même pas bien nourris d'ailleurs. On est attaché et mal nourris parce que c'est encore le plus fort, c'est que les Américains, cette guerre, c'est-à-dire en Ukraine, c'est une guerre américaine, c'est pas du tout une guerre européenne.
C'est une guerre américaine parce qu'en réalité, c'est une stratégie voulue par les États-Unis de diviser le continent eurasiatique et l'Europe en particulier, empêcher à tout prix le rapprochement de la Russie de l'Europe occidentale, parce que ça serait une puissance émergente. Et les Américains, M. George Friedman l'a dit et l'a écrit dans plusieurs de ses textes, les Américains ont peur d'une puissance émergente en Europe. Et pour empêcher l'Europe d'être forte, via l'Union européenne en particulier, il faut absolument empêcher la grande puissance qu'est l'Allemagne de travailler avec le grand pays qu'est la Russie, qui est immense, qui a des ressources, etc. Et les autres Européens, ils ont été pris comme otages là-dedans. On a décidé de mettre à l'ordre du jour le fait que l'Ukraine était non pas un pont entre l'Est et l'Ouest, mais un mur. Il faudrait quand même revenir à cette histoire du début de la crise. Le début de la crise, c'est parce que l'Union européenne, M. Barroso étant à l'époque aux commandes, a imposé aux Ukrainiens de choisir entre l'Est et l'Ouest. Eux, avec le président Yakounouch, ils voulaient les deux. Ils avaient compris qu'ils étaient un pont entre l'Est et l'Ouest et ils avaient demandé à avoir des accords avec les deux partenaires. Leur économie étant évidemment, historiquement, tournée vers la Russie, pouvant profiter éventuellement d'accords avec l'Union européenne. Et en fait, ils ont exigé, et ça a été le deal Poroshenko, ça a été de dire, eh ben non, maintenant vous devez impérativement choisir. Bon, on ne demande pas aux Turcs de choisir, hein. Je vous rappelle que les Turcs, ils ont acheté aussi du matériel russe. Tout à fait. Bon, alors on les a grondés, mais on ne les gronde pas trop parce qu'on a besoin d'eux. Alors on fait les gros yeux à Erdogan et puis après on passe à la page suivante. Donc on nous prend pour des imbéciles, passez-moi l'expression. Mais de temps en temps, il faut appeler un chat un chat. Et moi, j'ai le mérite d'être chercheur et je ne suis pas diplomate. Un diplomate est obligé de parler diplomatie. Moi j'ai la liberté de pouvoir dire les choses comme elles sont. Et là, on nous prend pour des imbéciles avec cette opération-là qui coûte très cher à l'Europe et qui coûte pas cher aux États-Unis. Vous voyez les États-Unis pénalisés par les sanctions ou par les contre-mesures, ils les font prendre aux Européens. Ils leur demandent d'acheter plus de matériel, ils leur vendent du gaz de schiste polluant et plus cher que le gaz naturel russe, et nous, comme des crétins, on l'achète. Et même les écolos européens, ils applaudissent des deux mains à l'achat du gaz de schiste, qui est une catastrophe écologique, parce que c'est juste pour le plaisir d'embêter les Russes. Madame Baerbock, d'ailleurs, la ministre allemande des Affaires étrangères, étant le modèle de ces verts qu'en fait on appellerait plutôt vert de gris, hein, qui était la couleur des uniformes. Donc les verts allemands confondent le vert et le vert de gris. C'est dommage pour eux, il faut qu'ils aillent voir un ophtalmologiste, mais c'est assez grave sur le plan politique. Donc voilà pourquoi nous sommes dans une situation où il n'y a plus de voix qui s'élèvent, sauf des minorités. Heureusement, il y a des minorités en Allemagne, dans les milieux politiques, Oscar Lafontaine par exemple, l'ancien maire de Hambourg, et puis les milieux économiques qui sont lucides. Monsieur Gallis, oui. Vous m'éloignez un petit peu de la lettre des 17 députés. On va dire encore un mot. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, comme moi, de jeter un œil sur, sur les signataires, donc les 17 Oui. députés. Moi, j'étais un petit peu étonnée de voir que la majorité et des pays de l'Est de l'Europe et qui, dans leur fonction, ces députés européens n'ont aucune relation avec l'Algérie. Donc il y a des députés de Lituanie, de l'Estonie, de la Bulgarie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Finlande et de l'Estonie, ça je l'ai dit, un de Suède et un Français, monsieur Gabriel Gallis, un de France, qui est le député, il était journaliste, ensuite écrivain, et là, il est à son premier mandat comme député européen dans le groupe des socialistes et démocrates, et il s'appelle Raphaël Glucksmann. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de la C'est structure? le digne fils de son père.
on on va pas lui reprocher d'être le fils de son père, mais il y a une filiation idéologique. Vous savez qu'André Glucksmann était un ancien maoïste qui est devenu anticommuniste par la suite et un des meilleurs précurseurs de la pensée américaine. Tous ces gens-là, ils n'ont pas de relation avec l'Algérie et avec la Méditerranée, mais ils ont des relations privilégiées avec les États-Unis. Le seul point commun qu'ils ont, c'est d'être les meilleurs. C'est ce que M. Rumsfeld, il y a quelques décennies, appelait la Nouvelle Europe. Vous savez, il avait distingué l'ancienne Europe qu'il n'aimait pas parce qu'ils étaient résistants à la cause américaine, les Allemands, les Français, les Italiens, les Grecs, et puis de l'autre côté, la Nouvelle Europe. La Nouvelle Europe, c'était les Polonais, les Ukrainiens, les Estoniens, les Lituaniens et les autres, qui sont plus américains que les Américains. Donc en fait, qu'est-ce que vous voulez attendre de ces gens-là? Qu'ils fassent l'apologie de personnes qui achètent du matériel russe? Ben non, ces gens-là, ils veulent qu'on achète du matériel américain et donc ils vont s'occuper de ce que font les Algériens. Même si ça va à l'encontre des intérêts français. Je rappelle que Raphaël Glucksmann est français. Mais Il y a encore quelques semaines, plus que oui, la moitié, je pense, du gouvernement français se rendait en Algérie pour conclure des accords de coopération. Est-ce que ça n'est pas contre-productif? mais c'est Qui a totalement conseillé contre-productif. ce député de faire de faire partie de cette liste? Mais Monsieur Glucksmann, mais en dehors du fait que c'est un sympathique jeune premier qui aurait dû faire du cinéma plutôt que de la politique, mais on revient à la culture de l'image. Moi, j'ai des copines qui trouvent qu'il est mignon. Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais Il est déjà pris, hein, en l'occurrence, oui, bon, il a déjà pris. par une cancer. Ça C'est empêche pas. l'époux de Léa, la Ça, brillante journaliste Léa moi, Salamé. Hein. Mm. je connais certaines de mes amies qui ont mon âge, qui trouvent que ça serait un beau gendre. Bon, mais c'est un gendre imaginaire. C'est de l'ordre du fantasme. Bon, mais je leur ai expliqué que c'était un affreux Jojo derrière son allure sympathique et souriante, mais rien n'y fait. Donc, en fait, les gens qui sont contre les intérêts français, mais vous en avez des tonnes. Les seules façons de défendre les intérêts français, d'être sur une position gaulliste ou gaullienne. Voilà, mais il n'y a plus de gaullistes en France. Il y en a plus. Il y en a un ou deux qui restent par-ci, par-là, mais ils n'ont pas voix au chapitre. Ils ont été marginalisés dans les appareils politiques. Et tout le monde est aligné. C'est ce que j'appelle l'otanisation des esprits. L'OTAN, c'est cette machine-là. Donc, on s'occupe des affaires des Algériens au moment où on va dire, oh là là, parce que le même Macron et compagnie, si vous voulez, ces gens-là, ils vont regretter, ils vont faire des genuflexions en disant que la France est responsable d'un génocide en Algérie. Mais ce n'est pas la peine de faire de la surenchère rhétorique quand en même temps on contrarie dans la pratique les intérêts des partenaires. Donc ces gens ne sont pas sérieux, ils ne défendent pas les intérêts de la France, ils ne défendent pas les intérêts de l'Europe. Les intérêts de l'Europe ne sont pas les intérêts de l'Amérique, c'est tout. J'ai cherché le nom du maire de Hambourg, Monsieur Klaus von Donani. Klaus von Donani vient de faire un livre qui s'intitule Nationale Interessen, intérêts nationaux, dans lequel il explique, il a été ministre de Brandt, il a été maire de Hambourg, sa famille faisait partie des résistants au nazisme. Cet homme-là, il a participé à l'élaboration de l'Ostpolitik avec Willy Brandt, et cet homme-là, il explique dans une page très intéressante de lire un auteur allemand. Effectivement, ça peut servir de savoir lire les langues étrangères et de ne pas être un franco-français qui, dans son salon, va faire des dissertations sur l'ordre du monde. Moi, je l'ai lu, Monsieur Donani, et j'ai lu avec intérêt et avec grand plaisir qu'il citait Charles de Gaulle. Et il cite Charles de Gaulle en disant, en fait, on a loupé le train de l'Europe indépendante, de l'Europe européenne, au moment où il y a eu un lobby, au moment du traité de l'Élysée, 62, janvier 62, où il a fallu, il y a eu un traité préparé par Adenauer et de Gaulle. Mais il y a eu un préambule qui a été ajouté en dernière minute par le Bundestag qui arrimait ce traité de l'Élysée à l'OTAN. Et on était déjà dans le même processus, c'est-à-dire arrimer l'Europe aux intérêts des États-Unis. Et les intérêts des États-Unis ne sont pas les intérêts de l'Europe, tout simplement.
Donc, si on n'est pas dans cette vision-là, on peut se permettre n'importe quoi et être les propagandistes les plus zélés d'intérêts qui ne sont ni européens ni français. Et M. Glucksmann est un pitre. Bon, le jour où il dira quelque chose d'intelligent, vous me ferez signe. Mais pour le moment, il n'a rien dit d'intelligent, ni avant sa candidature, ni depuis qu'il est député européen. Il est la mouche du coche des atlantistes les plus purs. Et comme dit M. Klaus von Donany, il faut choisir entre être européen ou être atlantiste. Il faut être européen ou euro-américain. Un dernier mot sur le Parlement européen. Vous savez, la semaine dernière aussi, il a qualifié la Russie d'État promoteur du terrorisme à travers un texte qui a été adopté par 494 voix pour, 58 voix contre, 44 abstentions, c'est-à-dire 102 voix qui sont soit contre, soit elles se sont abstenues. Et puis 494. Et connaissant de très près le Parlement européen, son fonctionnement et le nombre de ses députés, ça veut dire quoi? Il était à moitié plein ou à moitié vide. Ça dépend Oui. comment on veut le regarder. Une réaction aussi, un commentaire par rapport à ça. C'est scandaleux parce que je reviens à l'Irak, je reviens à l'Afghanistan. On est dans une instrumentalisation des assemblées élues et dans une instrumentalisation du droit international. Je vous rappelle quand même qu'en Syrie, plusieurs pays de l'Union européenne soutiennent des rebelles modérés qui en réalité ne sont modérés que pour la façade, pour renverser le régime de Bachar depuis des décennies. Ils soutiennent des vrais terroristes, parce qu'on peut les appeler rebelles modérés si on veut, mais ils sont rebelles modérés quand ils sont en Syrie, mais quand ils traversent la Méditerranée pour aller mitrailler le Bataclan, on les appelle des terroristes. Mais excusez-moi, ce sont les mêmes. Ils se réclament des mêmes groupes. Et quand on en arrive à en attraper un, il fait acte d'allégeance aux mêmes groupes qui sont actifs et que nous, on soutient et on arme. Alors si nous nous permettons de qualifier d'État terroriste, mais les Américains, les Belges, les Britanniques, les Français sont des soutiens du terrorisme. C'est avéré, c'est prouvé. Il suffit de lire des auteurs américains d'ailleurs. Maxime Cher a fait un livre en français sur ces opérations-là et ses sources sont américaines. Donc là aussi, on est des pitres. On est des pitres parce qu'on voit la paille dans l'œil du voisin et on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. Hein? Il faut reprendre les textes de l'Ancien Testament pour trouver déjà ça, et même le Nouveau qui le reprend. Bon, donc on est dans une situation pitoyable où on fait de l'agitation, on fait de la comédie, mais on n'est pas dans la réalité. La réalité, c'est que l'Union européenne a eu le prix Nobel de la paix et se comporte en État guerrier. Elle ne sème pas la paix, elle fait la guerre pour les autres, au profit des autres. Elle fait la guerre parfois pour ses propres intérêts ou pour les intérêts d'un certain nombre de ces pays, mais elle est en train de nous conduire vers la guerre. Et c'est certainement pas en livrant des armes. Vous avez entendu que Biden a demandé à Macron de livrer plus d'armes. Bon, Macron, il en livre déjà pas mal, et c'est le contribuable français qui les paye quand même. Hein. C'est personne d'autre. Donc, c'est triste, et ça montre que le Parlement européen n'est pas européen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il était européen, il respecterait ses voisins. Et ses voisins, c'est aussi ses voisins de l'autre côté de la Méditerranée. Monsieur Gabriel Guelis, moi je vous propose de faire une deuxième partie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez. Et on reviendra pour une deuxième partie. Oui, oui. Et je serai tout aussi ravie de vous reprendre donc pour une deuxième partie de cette immersive, la vôtre. À tout à l'heure. Merci. Prochaine Au fois. revoir. Au revoir.